Alors on poursuit cette matinée après Théva Vernou qui nous a montré le principe d'organisation géométrique et rythmique de la naissance des plantes. C'est une autre forme de rythmique à laquelle s'intéresse Damien Cabane, l'artiste Damien Cabane, qui a fait des fleurs un sujet d'inspiration depuis de nombreuses années, et tout particulièrement à Chaumont où il a passé une résidence d'une dizaine de jours. Qui a abouti à la production d'un très beau travail de peinture sur de grandes feuilles, de grands rouleaux que l'on peut voir actuellement au domaine, au château. C'est une forme de peinture sur le vif qui l'inspire, qui permet de rendre des formes d'impression, des sensations, des expressions. Peut-être que Damien Cabane, vous allez nous en dire un petit peu plus sur la façon dont les fleurs vous inspirent. Oui. Donc, je ne suis pas scientifique, ni philosophe, ni critique d'art. Barnett Newman, grand peintre américain, disait « On ne demande pas aux oiseaux de parler d'ornithologie ». Bon, je n'ai pas parlé d'ornithologie, mais plutôt de botanique. D'autant plus que je suis devenu un colibri qui se nourrit du nectar des fleurs depuis quelques années. Voilà. Donc, je n'ai pas vraiment l'habitude de parler et d'expliquer dans mon travail, donc ça va être assez visuel. Je vais quand même partir de mes débuts jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà la première peinture que j'accepte d'exposer. Il y a eu d'autres avant. Voilà. J'ai été très longtemps dans l'abstraction. Et c'est venu progressivement. J'ai l'impression de tourner un peu en rond. Et travailler d'après nature, ça a été une manière de me régénérer, de me ressourcer. Donc ça c'est la première peinture que je monte, elle a peut-être une quarantaine d'années. Celle-là, c'est la dernière que j'ai faite, c'était il y a quelques jours. Elle fait 2,20 m sur 3 mètres à peu près. Voilà. Donc mon atelier est transformé, rien n'est inventé, hein, je fais exactement ce que je crois voir. Mon atelier est transformé en jardin personnel. Bon, je vais y retourner à mes origines pour voir comment j'en suis arrivé là. Donc le point, c'est un peu, comme disait tout à l'heure notre ami, c'était un peu la cellule souche, l'embryon. Donc pour un artiste, je pense que d'avoir une trop grande conscience de ce qu'il fait et de trop analyser, ça empêche. Un artiste, c'est comme une fleur, quoi. Elle pousse par elle-même, elle ne sait pas toutes les explications que nous a montré l'intervenant tout à l'heure. L'artiste, il n'en est pas vraiment conscient, hein. Il est plutôt un jardinier, c'est-à-dire qu'il met tout en œuvre pour que la chose se passe bien. Mais si l'artiste commence à essayer d'analyser un peu trop les mécanismes et tout ça, c'est une vraie catastrophe, hein. C'est ce qu'on appelle l'art-pompier. Ça devient très académique. Voilà. Donc on va revenir aux origines. Et quand j'ai commencé la peinture, c'était dans les années 70, même avant d'être aux Beaux-Arts. Il y avait un gros problème à cette époque, on parlait que de la mort de la peinture. L'abstraction était venue à un tel point, recroquevillée sur elle-même et sur l'acte de peindre. Justement, l'artiste prenait un peu trop conscience de ce qu'il faisait et qu'on était devenu un peu stérile. Alors, je vais vous montrer quelques photos. Donc, il y avait à l'époque un mouvement très important, BNPT, où il y avait Buren, Parmentier, Toroni et Olivier Mossé, qui faisait une grande autorité, qui était arrivé au bout de la peinture. Et même le degré zéro de la peinture, c'est Toroni qui l'a repris de Roland Barthes, le degré zéro de l'écriture. Donc, qu'est-ce qu'on pouvait faire ceci dit, ce n'est pas une critique, hein. C'est très bien un moment de revenir aux origines et de la peinture. Mais est-ce qu'on peut continuer ça moi, je suis démarré de ça, mais est-ce qu'on peut toute sa vie Toroni continue, hein, et Parmentier. Il y avait aussi support surface. Support surface, c'est refus du châssis.
sauf si on le montre. Là, il y a une toile qui est tendue, c'est un plastique transparent, pour montrer qu'une toile, c'est un truc tendu sur un châssis. Donc, il y avait une conférence d'un autre artiste à ce moment-là, aux Beaux-Arts, qui avait vraiment joué le jeu à fond de ce genre de... Donc là, j'ai compris que je ne passerais pas toute ma vie à faire ça. J'ai compris qu'il y avait quelque chose de tautologique. À la limite, si je pas eux, hein, mais si moi je reprenais, c'était que des lapalissades. Et ça me faisait penser, alors là je vais vous montrer peut-être la vidéo, je le montre aux élèves, ça les amuse beaucoup, de M. Jourdain, à qui on fait prendre conscience que quand on parle, on prononce des voyelles et des... Bon, ça peut paraître anecdotique, mais à l'époque, c'était un problème très important, et je pense que c'est très, très important, parce que la peinture, c'est en voyant ce genre d'attitude. Ben, en France, il y avait c'est toute une époque intellectuelle. En France, il y avait le structural, la déconstruction, et là, c'était le côté un peu vicié d'aboutissement de ce genre de pensée. A, E, I, O, U. Et j'entends tout cela. La voix se forme en ouvrant fort la bouche. A. Ah, ah, ah. Oui, la voix se forme en rapprochant la mâchoire d'en bas de celle d'en haut. A, et, A, et, A, et, A, et. La voix, oui, cela est bon. Et la voix, en rapprochant encore davantage les mâchoires l'une de l'autre, et écartant les deux coins de la bouche vers les oreilles. A, et, I, A, et, I, A, et, I, A, et, I. Cela est vrai. Vive la science. La voix se forme en rouvrant les mâchoires et rapprochant les lèvres par les deux coins, le haut et le bas. O, 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 O. Il n'y a rien de plus juste. A, et, I, O, I, O. Cela est admirable. I, O, I, O. L'ouverture de la bouche fait justement comme un petit rond qui représente un O. O, 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 O. Vous avez raison. O. Ah, la belle chose que de savoir quelque chose. La voix se forme en rapprochant les dents sans les joindre entièrement et allongeant les deux lèvres en dehors, les approchant aussi l'une de l'autre sans les joindre tout à fait. U, 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 U. Il n'y a rien de plus véritable. U. Vos deux lèvres s'allongent comme si vous faisiez la moue. Je veux dire que si vous la voulez faire à quelqu'un, vous moquez de lui, vous ne sauriez lui dire que U, 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 U. Cela est vrai. Oh, que n'ai-je étudié plus tôt pour savoir tout cela? Demain, nous verrons les autres lettres qui sont les consonnes. Alors, au risque d'avoir l'air un peu ridicule, je me suis dit, il faut quand même apprendre le langage pictural. Donc, j'ai commencé, vous avez vu tout à l'heure un A d'après Rimbaud d'ailleurs, parce que les voyelles, il y a des correspondances avec les couleurs. A, E, I, rouge, U, vert, voilà, etc. Voilà, mes voyelles. A, I, U. Ceci dit, avec des choses très simples, la peinture peut exprimer beaucoup. Même juste un point, ça peut exprimer beaucoup. Ce n'est pas dans l'attitude des peintres français des années 70 qui voulaient refuser toute émotion incarnée dans le... C'était vraiment le degré zéro. Là, au contraire, je pense qu'on peut dire beaucoup. C'est celle qu'on avait vue tout à l'heure. Voilà, c'est un A. Donc, pendant des années, j'étais dans l'abstraction. Moi, un de mes premiers amours en peinture, ça a été quand même Rothko. De pouvoir exprimer avec si peu de moyens des choses aussi profondes, aussi émotionnelles, juste trois surfaces qui sont totalement sublimées. Pour moi, c'était vraiment la vérité de la peinture. Donc pendant très longtemps, je croyais dur comme fer, je crois toujours, hein, même dans une peinture dite figurative, c'est les rapports de couleurs et de proportions, de valeurs, etc. C'est-à-dire les
les éléments purement plastiques qui m'intéressent et qui expriment plus que l'histoire que raconte peut-être... voilà. Moi, je ne suis pas littéraire, je peux m'intéresser à la littérature, mais dans la peinture, je ne suis pas du tout littéraire. Je ne cherche pas à raconter une histoire. C'est uniquement des problèmes de rapport de couleur, de forme, de sensation, etc. Je serais plus sensible, par exemple, à la musique où je verrais plus de correspondance. Voilà. Bon, je vous montre quelques de cette période. Donc, il n'y avait pas de référence extérieure. Ceci dit, on peut quand même y voir, bon, c'est maintenant que je le vois, peut-être des floraisons, des choses comme ça. Hein. Donc, il y a quand même l'empirisme, c'est pas la peinture totalement, il y a quand même l'empirisme de la chimie de la peinture. Je travaillais à plat et je renversais la peinture glycérophthalique, c'est la peinture pour les bâtiments, et qui a la propriété, on met une toute petite goutte et ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle. Donc là, il y avait le plaisir de ne pas tracer les formes. C'était vraiment, ça partait vraiment de la tâche qui s'étalait. Souvent, les fonds, c'était l'addition quand ça ne me plaisait pas, je rebalayais tout avec un gros pinceau. Et la couleur du fond, pas toujours, mais souvent, quand une peinture était ratée, c'était l'addition de toutes les couleurs qu'il y avait eu, de toutes les taches. Voilà. Voilà, elles sont de plus en plus grosses. Après, j'en ai eu un peu assez du côté un peu aléatoire de la peinture. Donc, je m'étais acheté des grands... J'ai remis la main à la pâte, comme on dit. Je me suis acheté des grands spalters. C'est des pinceaux plats. Mais là, les carrés ne sont pas tracés. C'est le coup de pinceau, donc, et côté gestuel, même s'il est très organisé, qui intervient. Voilà, je m'inspirais un peu de structures d'architecture moderne ou de choses comme ça. Voilà, j'ai repris la peinture à l'huile au pinceau. Donc là, on sent quand même qu'il y a une superposition au bout d'un moment de travailler dans l'abstraction pure et dure avec tous les concepts de Greenberg. C'est le grand critique d'art des peintres abstraits américains. C'était devenu un peu assez autoritaire. En particulier, la peinture, c'est une chose en soi. Ce n'est pas l'image d'une autre chose. C'est une présentation, ce n'est pas une représentation. Et surtout, l'histoire de la planéité, aucun effet illusoire de profondeur, de perspective aérienne. C'était la platitude. Donc là, il y a plusieurs platitudes qui sont superposées. Et on sentait qu'il y avait un problème et j'en pouvais plus, cette platitude. Donc j'ai décidé, mais tout en restant dans l'abstraction, de passer au volume peint. C'était pour échapper à cette platitude qui devenait complètement oppressante. Dans mon atelier, il y avait toujours le mur de l'atelier, il y avait j'habite à Paris, la rétine, paf, elle cogne contre toutes les façades haussmanniennes, donc j'en pouvais plus. Donc je suis passé au modelage et au plaisir de créer une forme. Bon, c'est des sculptures en plâtre, c'est des grosses boules, elles sont piquées dans un dôme. Il y a le côté un peu floraison, déjà. Inconsciemment, moi, avant de peindre des fleurs, je portais absolument aucun intérêt aux fleurs. Je m'intéresse à une chose, que c'est à un potentiel pictural que je peux prendre. Voilà. Ah oui, ça c'est mon galeriste qui veut absolument, je montre toujours cette photo. C'est une de mes expos. C'était le prestigieux critique d'art Harold Ziman, qui était venu voir mon expo, qui a beaucoup apprécié, et il est mort quelques jours après. Bon, là, c'est plus des boules, c'est découpé dans du polystyrène, c'est des choses avec presque rien, des biseaux sur des bouts de polystyrène. Et la couleur fonctionne avec
avec le volume. Hein. On dit toujours que la couleur, c'est la peinture. Non. La couleur, ça peut être aussi un élément fondamental de la sculpture. Si on regarde à l'Antiquité, le Parthénon est entièrement peint. Au Moyen-Âge, la façade de Notre-Dame était entièrement peinte. La couleur, ça peut augmenter un volume. Deux volumes exactement pareils, peints avec une couleur différente, peuvent paraître plus grands, plus petits, plus proches, plus éloignés. Donc ça a des couleurs, ça a des propriétés spatiales très fortes. Voilà le recto d'une petite construction. C'était une expo à la Fondation Salomon. Bon, ça c'est des petites terres. Ça c'est un plâtre. Ça c'est une suspension de petits cubes collés et suspendus. Un creux. Bon, la sculpture, ce n'est pas forcément un volume, ça peut être aussi un creux. Hein. Voilà, là, c'est bon, c'est vu par-dessus, mais c'est comme deux collines recouvertes de petits modules de terre peints. Là aussi, il y a un côté floraison. Hein. Bon, ça, c'est celle de tout à l'heure en cours de travail. Moi, je la préfère presque comme ça. Voilà. Donc là, il y a toute une période de tortillon j'en ai produit beaucoup, une infinité. Je prenais c'est une terre qui sèche à l'air, donc qui n'a pas besoin d'être cuite. Bon, ça reste fragile, mais bon. Je prenais un boudin de terre et je peignais des bandes comme ça. Et après, avec le même geste à chaque fois, des poignées, j'enroulais le truc et j'en ai peut-être fait 6000. Donc il y avait une ivresse de l'infini, de toutes les formes qui apparaissent. Je pensais qu'à force de tourner autour du pot, j'allais trouver une forme globale, intéressante et tout. Non, parce qu'il n'y a pas de pot. Je me suis aperçu qu'il n'y a pas de pot et que c'est l'infini. Et c'est peut-être ça, en fait, que je cherchais. Donc après, j'ai eu quelques commandes publiques où j'ai fait agrandir, entre autres pour le jardin des Tuileries. C'était mon premier contact en fait avec les jardins. J'avais travaillé avec qui m'avait montré ce magnifique jardin, le nôtre. Et j'en avais fait agrandir une de 3 mètres comme ça. Je ne sais pas si elle est là-dedans. Alors voilà. Bon, elle a été restée, le contrat était de 5 ans. Après, elle a été quelques années devant le musée des Beaux-Arts de Caen. Après, elle a été, avec l'air de la mer, qui n'est pas très long, elle avait été très abîmée. Ils ont mis très longtemps à trouver peut-être 10 ans à chercher dans les laboratoires des restaurateurs et des chimistes pour trouver une peinture qui résiste bien. Parce que ce n'est pas inclus dans la masse de la résine, la peinture. C'est peint d'une manière assez très gestuelle, et, comme les petites sculptures, quoi. Ils ont mis peut-être une dizaine d'années maintenant à les restaurer, mais bon, j'étais plus, 10 ans après, j'étais plus dans le même. Et bon, je l'ai peint, j'étais un peu inhibé par tout l'argent qu'ils avaient dépensé pour trouver cette peinture, même si elle servait pour restaurer les Dubuffet, les Niki Saint-Phal, etc. Donc, je n'ai pas été très gestuel en la peignant, j'étais un peu inhibé, et elle est un peu bouchée, un peu saturée. Maintenant, elle est au musée de Troyes. Voilà. Bon, c'est un peu comme des fougères qui se déploient, hein. Il y a un côté végétal. Hein. Bon, maintenant, on va changer de... Bon, après, mon atelier, comme vous avez vu, il a été saturé complètement. Je ne pouvais plus travailler. Donc, du coup, j'ai repris la peinture et j'ai peint dehors. Quand un peintre... il fait comme il peut. Soit je peignais dehors, et ce que je voyais, parce que quand on est dehors, et c'est là que je me suis aperçu. Ah non, j'ai erré longtemps avant dans les rues de Paris et de la banlieue pour trouver un autre atelier.
Et comme je ne travaillais pas, mon esprit était libre. Je ne pensais pas aux sculptures que j'allais faire et tout ça. Donc, j'étais disponible pour voir ce qui se passait dans la rue. Et je me suis aperçu qu'il y avait plein de petites scénettes très, très drôles. Et c'est peut-être comme ça que j'en suis venu à intégrer entre guillemets, le soi-disant réel dans mon travail. Donc, j'ai commencé à faire des Super 8. Je me dis, c'est trop bête de voir toutes ces petites scénettes et de rien en faire. Donc, je voulais les enregistrer. Et après, je me suis mis à dessiner avec du fusain tout ce que je voyais dans les cafés, partout. C'est comme ça qu'est venu... J'avais une soif de... Je dessinais pas pour apprendre à dessiner, mais pour... voilà. Donc, c'est des promenades. J'aimais beaucoup un écrivain qui s'appelle Valser, qui faisait des promenades et qui écrivait. Moi, je faisais des promenades avec ma caméra Super 8. À l'époque, il n'y avait pas Facebook et tous ces trucs. Les gens ne se méfiaient pas. Hein. Maintenant, si on filme, on se fait tuer, on est en prison. Donc maintenant, je continue à en faire, mais avec mon téléphone, je fais semblant de téléphoner et je suis comme ça. Et bon, je le montre très rarement parce que je n'ai pas l'occasion, mais mes films, j'en ai peut-être fait 700. Hein. C'est dans le parc des Buttes-Chaumont, qui est juste en face de la mairie. Donc les gens vont se marier et après ils vont dans le jardin se faire photographier. Puis là on peut s'insérer parce que les gens de la famille de la mariée croient que je suis un ami du marié et vice-versa. Donc j'étais en plein milieu et là personne ne se méfiait. J'aimais beaucoup le Super 8, il y a une qualité picturale. Voilà. On est loin des fleurs, hein, mais bon, ça va venir. Il y en a devant, quand même. Il y en a, oui. Vous dites si vous voulez que j'arrête, ça dure 2 minutes en tout. Ouais. Voilà. Il y a des fleurs derrière et devant la mariée. Je laisse ou... Pardon ? Il reste que 23 secondes. Ah, bon, ben ça va. Donc comme je vous disais, après, j'étais un peu émerveillé par tout ce que je voyais dans la rue et je me suis mis à dessiner. Alors, au fusain, il faut trouver le dossier fusain. Bon, c'est des scènes de café, de rue. Moi, j'ai jamais pu, comme l'enseignement classique, d'apprendre à dessiner. Et, voilà. Là, je me suis mis à dessiner, mais ce n'était pas pour apprendre, c'était voilà. Bon, ça, c'est au Louvre. Les statues département d'art africain. Bon, là, c'est un visiteur qui regarde une statue. Donc après, j'ai fait un peu de place dans mon atelier de sculpture. Et je me suis dit, je vais essayer en terre, faire poser des gens.
Voilà, c'est comme ça que ça vient petit à petit. Ah ben voilà, l'anecdote, quand mon premier atelier, quand j'ai cherché partout, j'ai visité. Sur le mur, il y avait marqué « Je t'aime ». Je dis bah, c'est celui-là qu'il faut que je prenne. Et j'aime beaucoup parce que le M, il est un peu comme un N. Donc ça fait « Je t'aime ». La haine, le contraire. Et j'avais pris cette image une fois, quand j'ai fait une expo dans ma galerie à l'époque de sculpture, j'avais pris cette image avec le mur. Je t'aime et je t'aime. Surtout qu'il n'y avait que des personnages, des amis qui venaient poser. Donc la haine et l'amour en même temps. Ben voilà, un modèle. Voilà, rien n'est inventé, hein, tout est avec le modèle. Donc c'est sur une chaise qui tourne, comme ça je peux le voir dans tous les sens. C'est la fille de à l'époque, maintenant elle est mariée, elle a des enfants, de mon galeriste. Voilà. Bon. Ça, c'était les enfants de mes voisins. Ça, c'est un artiste très conceptuel. Alors, ça l'avait beaucoup amusé de venir poser. Jean-Claude Lefebvre. Je ne sais pas si vous connaissez. Là, la femme est vraiment venue avec son bébé posé. Là, c'est une expo à l'Atelier Blanc, en Aveyron. Là, c'était l'expo chez Salomon. Donc, j'ai éprouvé un vrai plaisir à la boulette à modeler. Et plus que la peinture, le modelage, c'est vraiment un travail sur la lumière. C'est de capter la lumière, parce que les creux et les bosses, c'est qu'une histoire de lumière. Donc, il est très important d'avoir un atelier avec une bonne lumière pour faire de la peinture, 10 fois plus encore que pour la peinture. Là, c'est l'expo chez Salomon. Et c'est très rapide, hein. Je pouvais en faire 5 ou 6 par jour de sculpture. Bon, après, il faut les évider pour pouvoir les faire cuire. Ça prenait 100 fois plus de temps que le modelage lui-même. On ne peut pas faire poser des enfants. J'ai jamais travaillé qu'un modèle professionnel. Je déteste ça. Ils prennent des poses qu'ils croient intéressantes, comme ça. Tandis que là, c'est des gens c'est vraiment les gens de la rue, enfin de la rue, entre guillemets. Et c'est la vie, quoi. Après, j'ai voulu m'essayer, oui, on en a vu, à la couleur, à l'émail. Ah, une expo à New York, en 2007. Bon, je voudrais trouver les sculptures émaillées. Ça, c'est encore à New York. À l'expo à New York aussi. Bah, c'était assez beau, des très gros cubes avec des toutes petites sculptures. Des fois, je laissais les tiges qui servaient d'armature, ça donnait... l'œil, là, ils les a construits avec, hein, il fallait les... Mais des fois, les céramistes ils ont peur que ça abîme leur four, mais bon. Une toute petite, là. Moi, j'aimais bien celle-là, ouais. Bon, l'atelier. On va aller là dans l'atelier. Bon, on va aller plus vite parce que... Ah, des fois, je prends un détail pour voir le plaisir que j'ai eu au modeler, quoi. Trouver une espèce de géométrie dans le visage. C'est un plaisir immense, hein. Ah, ça, c'est la seule que j'ai fait sans modèle. Le modèle me faisait des lapins, m'avait fait un lapin, j'attendais, je n'ai pas. Donc j'ai inventé. Et du coup, j'ai appelé ça Vladimir et Estragon, parce que c'est en attendant Godot, et moi j'attendais Godot qui n'est pas venu, donc j'ai fait ça. Voilà encore Vladimir et Estragon. Après, je suis allé à New York.
3 mois. J'ai un ami qui me propose, oui, j'ai un atelier à New York, une maison où il y a 2 ateliers très grands, je ne peux pas le prendre seul, j'avais besoin. Tu ne veux pas venir avec moi? Et moi qui suis très casanier, je ne sais pas ce qui m'a appris ce jour-là. J'ai dit oui. Voilà. La veille du départ, je ne voulais plus du tout y aller. Hein. Et finalement, ben, je me suis trouvé, j'ai beaucoup apprécié, 3 mois à New York, mais je n'avais pas le droit de sculpter. Ah bon? Il fallait que je peigne pour ne pas salir l'atelier. Et là-bas, à Paris, je faisais quand même parallèlement à la sculpture beaucoup de gouache. Et là-bas, à New York, il n'y a pas de gouache, c'est le pays de la peinture à l'huile ou de l'acrylique. Et à New York, j'ai essayé de faire des trucs abstraits, impossible. À New York, il y a une telle énergie qu'il faut se mettre au même niveau énergétique que la ville, sinon on est écrasé. Donc je dis, j'ai pas le temps de réfléchir à faire des trucs abstraits, il me faut un modèle. C'est là où c'est à New York où je suis vraiment mis à peindre d'après modèle à la peinture à l'huile et remettre à la peinture à l'huile que je n'avais pas fait depuis une quinzaine d'années. J'étais passé à la sculpture. Et donc je demande à mon ami avec qui j'ai partagé, qui parlait couramment anglais, moi je ne maîtrisais pas la langue, de me trouver des modèles. Donc il avait une amie qui est française qui travaillait dans un restaurant, une autre dans une galerie, et comme ça j'avais quelques modèles. Et puis, je disais, je ne mets pas les modèles professionnels, mais là, il a envoyé un mail à l'école de Visual Art pour avoir une liste de modèles. Et donc, ils en ont envoyé une, il y avait 3 pages, à chaque fois un adjectif qui caractérisait le modèle. Donc, j'ai pris au hasard, il y en a une qui s'appelait Gina, et l'adjectif, c'était shapely, ça veut dire bien en forme. Donc, shapely, pas shapely, si Gina est venue, qui était comédienne, et là-bas les comédiens ils n'ont pas les intermittents, donc ils ont besoin d'arrondir leur fin de mois, donc elle aimait bien poser, elle aimait les artistes, elle aimait bien poser, et du coup au départ elle venait tous les jours, donc j'ai jamais autant travaillé quoi. Je m'étais mis au même niveau énergétique que la ville. Le matin j'allais chez Pearl Pen, c'était à Canal Street à Manhattan, tout un immeuble qui vendait du matériel. Et à chaque fois, je me dis, c'est la dernière fois, c'est de la folie de dépenser autant d'argent. Donc, je m'achetais tous les jours 6 yards of canvas. Et voilà, je dis, c'est la dernière fois. Et le lendemain, j'étais tellement en manque parce que l'énergie me poussait. Je retournais à Pearl Paint. Je prenais un regular café dans le quartier chinois et j'ai acheté mes 6 yards. À chaque fois, c'était un plaisir parce que le métro, il traversait la rivière. Là, c'était d'une beauté incroyable. Et j'avais plus d'argent. Mais j'avais une amie qui travaillait une Française qui travaillait dans une galerie. Elle m'a dit, je vais venir avec quelques collectionneurs. Bon, j'ai jamais vu ça à Paris. Qu'elle prend une limousine avec 4-5 collectionneurs. Ils viennent prendre le thé. Moi, j'étais au fin fond de Brooklyn, à Bushwick. Bon, c'est devenu un truc très branché, mais à l'époque, personne ne voulait y aller. Hein. Bon, ils sont quand même venus. Et j'aurais montré toutes mes peintures. J'en ai peut-être fait une centaine en 3 mois. Et ils sont tous partis avec un truc sous le bras. Et puis j'avais un virement. Ça m'est jamais arrivé, ça, en France, quoi. Et tout mon voyage, tout le matériel, l'atelier, tout était réglé. Et même plus. Et l'année suivante, j'ai une expo à New York, mais j'ai rapatrié les peintures que j'ai faites à Paris, je les ai exposées à Paris, et à New York. Voilà. En rentrant de New York à Paris, je trouve un ami qui part au Mexique pour plusieurs années, et il me dit, je te sous-loue mon atelier. Donc, j'avais un atelier de peinture, c'est là vraiment que je me suis mis à la peinture, et j'ai continué à peindre ce que je vois. Et là, je faisais venir tous les enfants de mes amis, qui étaient des adolescents, tout ça, qui avaient besoin d'argent de poche, et moi, j'avais besoin de modèles. Donc, je vais vous montrer toutes ces peintures que j'ai faites. Peinture 2006. Bon, j'espère qu'on va arriver aux fleurs bientôt quand même. Bon, c'est fait quand même avec un œil de peintre abstrait, mais j'avais besoin de recevoir des sensations et de retranscrire. Puis, pourquoi est-ce qu'on est artiste, je ne sais pas. Mais il y a quand même une très belle phrase de Hegel.
qui compare la création artistique à un enfant qui jette un caillou dans une étendue d'eau pour faire des ricochets. Et c'est une manière pour lui de créer un lien avec le monde intérieur et le monde extérieur, avec un monde extérieur hostile. Et voilà. Puis quand même un problème fondamental dans l'existence, c'est qu'il y a moi et il y a le monde. C'est grave quand même. Et, bon, donc la peinture est surtout de peindre tout ce que le monde nous apporte. Chez un peintre, c'est par le visuel, par la sensation. Et le retranscrire, c'est une manière de... Voilà. Ou de temps en temps, une nature morte. De temps en temps, une abstraction qui ressort. Ouais. Ouais, il commence à y avoir des petits, dans les coins, des petites fleurs. Bon, c'était l'expo chez Salomon. Bon, j'aimais bien peindre des scènes de famille. Les parents venaient avec les enfants et ça faisait des scènes assez charmantes. Donc l'été, je faisais des paysages en allant en vacances, quoi. Donc là où je me suis mis aux fleurs, j'ai découvert d'abord dans cet atelier-là, eh ben, les jeunes, il y avait toujours un problème. Je commençais une peinture, je voulais la continuer le lendemain. Ben, ils venaient, mais ils avaient été chez le coiffeur, alors c'est plus la même tête. Ou alors ils venaient, mais pas avec les mêmes habits, parce que c'était à la laverie. À chaque fois, il y avait un problème. J'en pouvais plus. L'atelier était à Bercy. De l'autre côté de la Seine, il y avait un marchand de fleurs, Truffaut. Je me dis, je vais m'acheter un truc comme ça. Donc je vais chez Truffaut, je m'achète un pot de géranium. J'étais très content, alors je prends mon temps, tout ça. Je dis, voilà. Je reviens le lendemain, il y avait une tige en plus avec une fleur. Bon, tout le vivant, il faut apprendre à le peindre vite. Donc j'ai appris à peindre en une séance. Voilà. Donc je vais vous montrer quelques paysages. Ah oui, la deuxième raison, aussi je peignais beaucoup au moment où je n'avais pas d'atelier, un peu avant, et puis aussi je continuais parce que ça me plaisait beaucoup. J'ai beaucoup peint dans Paris. J'habite dans le 19e sur le bassin de la Villette, qui se prolonge jusqu'à Pantin. Donc tout le long du quai, j'ai beaucoup peint. C'est le seul endroit à Paris où on est un peu tranquille parce qu'il y a les berges et ça va à peu près. Et un jour, à Pantin, il y avait un grand parterre de fleurs que j'ai peint. Donc, je crois qu'on va le voir dans un des dossiers. Et puis, à la campagne aussi, je faisais chaque année des paysages, même quand j'étais en abstraction. C'était une manière aussi, quand je parlais de la planéité de la peinture abstraite, c'était un horizon. Donc, j'allais beaucoup dans l'Aveyron, dans l'Aude, voilà. Et chaque année, il y avait des séances de paysages. Et l'année 2003, il y avait la canicule. Alors je ne pouvais pas aller dans les champs, et c'était insupportable, quoi. Donc je restais dans un très beau jardin, d'ailleurs, sous l'ombre d'un arbre, et puis il y avait beaucoup de fleurs. Et c'est là où j'ai commencé à peindre des fleurs. Donc les fleurs aussi, c'est venu, à l'atelier, je faisais venir des modèles, mais de temps en temps, il y avait comme un parmi 36 000 sujets, il y avait des natures mortes, il y avait beaucoup de vues d'atelier. Et puis, les vues d'atelier, c'est un peu en kikinant, parce que si on est en train de peindre un tube de rouge et on en a besoin, c'est problématique. Ça monopolise tout l'atelier. Donc, j'ai quand même eu 1 ou 2 ans de vues d'atelier. Et après, je faisais aussi poser des gens. Et après, avec le Covid, j'avais plus le droit de faire poser les gens. Faire des vues d'atelier, c'est en kikinant. Et puis, c'est quand même des formes... des cartons, des chaises, des machins, c'est des formes manufacturées. Donc j'avais envie de faire des formes plus naturelles, plus organiques. Donc voilà. Mon atelier s'est transformé en vrai jardin.
Et depuis, je peins que ça et c'est inépuisable. Et ça me ramène à la peinture abstraite, c'est très abstrait, avec l'avantage d'avoir tout le processus, de recevoir un ensemble de sensations qui diffusent à l'intérieur et qui se retranscrit automatiquement, malgré moi presque, dans la peinture. C'est des fleurs fanées. Moi, c'est bien parce que j'achète des fleurs très fraîches, ça fait une gamme de couleurs, d'harmonie, des couleurs très très vives, et petit à petit, elles fanent, et c'est des couleurs, des quarts de ton, et c'est des ocres jaunes, des terres d'ombre naturelles, des terres d'ombre brûlées, du noir, du blanc, donc c'est des couleurs beaucoup moins chères. Donc au départ d'une saison de fleurs fraîches, ça me coûte très cher en peinture. Surtout, je n'utilisais pas beaucoup le violet avant, j'y pensais pas, mais il y a beaucoup de fleurs violettes, et je sais pas, un tube de bleu, de violet de cobalt, comme ça, c'est peut-être 60, 70 €. Alors, s'il y en a 3 ou 4 qui passent dans l'après-midi, il faut le budget. Et je ne parle pas des cadmiums et des... Mais par contre, les fleurs fanées, ça va, c'est un tube comme ça d'ocre jaune, c'est 10 €. On rigole, mais le côté économique, ça fait aussi partie de... Ben oui. Ah, ça, c'est les fleurs, les anémones, voilà. Avec le presque rien, des fois, ça ouvre l'espace. Ce qui est beau dans le travailler d'après la nature, on en revient au truc d'Hegel, là, je sais pas, les philosophes appellent ça aussi Heidegger le Dasein, le problème de moi au monde, quoi. Donc, peindre d'après nature, on refait toute l'expérience du visible, du voyant et du visible, qui est quand même au ralenti, même si on peint vite par rapport au fait de voir, on refait toute cette expérience, quand même une expérience ontologique très importante. Hein. Et on s'aperçoit que qu'il n'y a pas de visible s'il n'y a pas un voyant. Hein. C'est comme le dit si bien Merleau-Ponty, c'est une double genèse, la genèse du voyant et du visible. Donc je voudrais vous montrer un texte de Merleau-Ponty qui est absolument magnifique et qui a une dimension métaphysique incroyable. Donc c'est extrait du visible et de l'invisible, c'est son dernier livre. Bon, les autres livres, je suis incapable, je n'ai pas les capacités intellectuelles pour pouvoir, comme la phénoménie, je ne comprends rien, c'est traité. Mais celui-là, il est quand même assez abordable et il est d'une beauté incroyable. Il est inachevé, je crois que c'est sa dernière œuvre, il est mort avant de la... Bon, je vous lis la phrase qui m'intéresse. Et pourtant, il n'est pas possible que nous nous fondions en lui, ni qu'il passe en nous, car alors la vision s'évanouirait au moment de se faire, par disparition du voyant ou de visible. La peinture, ça accomplit ce miracle incroyable, c'est que ça peut conserver le voyant et le visible sans faire disparaître ni l'un ni l'autre, et les deux sont dans un même objet. Quand on prend une peinture de Van Gogh, par exemple, bon, je dis Van Gogh, on pourrait dire un autre, on peut voir un bouquet de fleurs. Le bouquet de fleurs, il est là, mais Van Gogh est là aussi présent que le bouquet de fleurs. Donc, la peinture, c'est une manière comme le gamin là, d'Hegel, donner une réponse à ce problème de séparation entre moi et le monde, qui est une souffrance quand même fondamentale. Donc si on prend le réel et on en fait toute l'expérience du visible, moi, un des premiers qui s'est vraiment attaché à ce problème d'une manière un peu philosophique, c'est Cézanne. Cézanne, c'était un grand amateur de la critique de la raison pure de Kant. Il avait un modèle qui s'appelait Joachim Gasquet, qui était critique d'art, mais qui était aussi philosophe. Et il discutait beaucoup de tous ces problèmes. Et donc, pour Cézanne, le monde visible, c'est un ensemble de sensations, mais qui sont reliées. Donc,
c'est vraiment le monde empirique, mais le lien qui relie tous ces ensembles de sensations, il est dans l'a priori. C'est le sens interne, comme je crois dit Kant, je crois que je l'ai là, le sens interne de l'unité. Donc ce qui est absolument magnifique dans cette philosophie, c'est le principe de l'unité synthétique et qui conduit à la perception. La perception, c'est une conscience pure, sans objet, mais qui est sous-jacente à toute perception. Donc toute perception, si on ne s'arrête pas à l'objet final, c'est pour ça que des fois mes peintures ne sont pas terminées, bon, c'est un peu prétentieux de dire ça, ça nous fait faire une marche en arrière avec tout ce processus et qui ramène à la perception. Donc le sujet et l'objet disparaissent pour... on ne sait pas ce que c'est. Hein. De même que le truc de Merleau-Ponty, là, le voyant et le visible qui apparaissent simultanément, c'est la double genèse du voyant et du visible. En français, le mot connaissance, il a un signifiant qui est très intéressant, co-naissance, double naissance. Donc il y a un deuxième sujet, mais ultime, qui ne peut jamais être objectivé. C'est celui qui peut voir dans une peinture, qui peut voir à la fois le voyant et le visible qui ne forment qu'une seule chose, même si c'est une double... Ce voyant, là on monte un peu dans la métaphysique. Bon, je ne suis pas philosophe, hein, je dis peut-être des énormités, mais bon, c'est quand même une expérience que je pressens un peu. Donc il y a toujours un sujet ultime. Et la peinture, où il y a qui fait la fusion entre le voyant et le visible, est quand même un objet qui se présente à la perception. Donc le spectateur qui vient, il voit cet objet, et donc il y a toujours cette dualité d'un voyant et d'un visible. Mais à l'intérieur de cet objet, il y a la fusion qui s'est faite. Et je trouve ça vraiment merveilleux. Et tous les peintres, en particulier depuis l'impressionnisme, se sont beaucoup attachés à ce genre de... Cézanne, sa grande ambition, d'abord il disait « La vérité de la peinture, je vous la dirai ». Cézanne, il partait de l'empirisme, c'est-à-dire l'expérience. Mais il remarquait que sous-jacent à toute expérience, il y a de l'a priori qui joue, sinon qui relie toutes les... donc il passe du phénomène au noumen. Et il y a une phrase extraordinaire. « Je voudrais, me dis-je, peindre l'espace et le temps pour qu'ils deviennent les formes de la sensibilité des couleurs, car j'imagine parfois les couleurs comme de grandes entités nouménales, des idées vivantes, des êtres de raison pure avec qui nous pourrions correspondre. La nature n'est pas en surface, elle est en profondeur. Les couleurs sont l'expression de cette surface, de cette profondeur. » Donc il y a un côté de partir du divers, de la diversité du monde pour essayer de grimper. Et quand on peint, il y a des expériences assez troublantes. Hein. Le fait de peindre, ça double l'expérience du visible par un autre sens qui est le toucher. Quand je peins, je regarde autant ce que je peins que la peinture, même plus. Mais il y a le toucher et j'ai l'impression de caresser tout ce que je vois. Tout le visible prend cher, vraiment. Et le scratch de la touche, ça me fait prendre conscience de ma main. Alors, ma main, elle fait partie du monde extérieur. Et puis le bras aussi. Et ça remonte comme une gangrène positive qui remonte à l'envers. Et jusqu'où ça va? Ça va peut-être dans les trucs de Kant. Donc c'est ça dans la peinture qui m'intéresse, je pense. Oui. Donc Matisse a aussi beaucoup travaillé. Matisse, il a commencé avec l'impressionnisme. L'impressionnisme avait mis de côté tout l'académisme, toute la tradition,
pour voir ce qui se passe au contact direct de la nature, de la sensation, de diverses sensations. Le pointillisme, c'est des petits points qui sont reliés. Souvent dans mes peintures, on voit la réserve blanche dans les paysages qu'il y a ici. Est-ce que cette réserve blanche, c'est pas une image, une retranscription de la perception? C'est des questions que je me pose. Voilà. Donc Matisse, il est parti du fauvisme. Le fauvisme, vraiment de la couleur, de la sensation vraiment pure. Et il a fait toute son œuvre après en ayant ça comme base. Contrairement à Picasso, qui lui n'aimait pas du tout l'impressionnisme. Il détestait Bonnard, être que sur la sensibilité. Picasso avait une énorme culture classique, parce que son père était peintre, et tout le Louvre était contenu en lui. Et en particulier, son background, le background de Matisse, c'est la sensation. Le background de Picasso, c'est sa culture. Il a dessiné toute sa jeunesse des antiques grecs, gréco-romains. Donc il a tout un vocabulaire qui s'est formé à partir de ça. Et Picasso ne s'intéressait pas à la perception, vraiment il était dans la dualité. C'est pour ça qu'il avait, à mon avis, un si grand sens du tragique. Dès qu'on est dans le multiple, dans la dualité, chaque élément de cette dualité s'oppose. C'est pour ça qu'il a fait des œuvres merveilleuses, comme Guernica. C'est le peintre qui a le plus le sens du tragique, je pense. Donc, dans les deux génies du siècle, je vais terminer par ça. Donc Matisse, il avait comme base de revenir en arrière jusqu'à la perception, à mon avis. Et je vais vous montrer leurs deux œuvres ultimes, celle de Matisse et celle de Picasso. Celle de Matisse, c'est une des dernières œuvres, les papiers collés. C'est l'aboutissement et la synthèse de 80 ans de recherche picturale. Or, il y a tout qui est condensé dans un seul geste. Il y a à la fois la sculpture, la découpe, il y a la couleur pure, et il y a le dessin, la ligne. C'est des fleurs. Non, ce n'est pas des fleurs, c'est des feuilles. Mais ça pourrait être des fleurs, presque. En tout cas, par la couleur. Et ce qui est très beau... Alors, ça me rappelle une réflexion qu'avait fait la directrice du centre, du FRAC de Dunkerque. J'avais une peinture dans une expo collective, où il y avait quelques pétales de fleurs très dépouillés. Elle avait expliqué elle devait expliquer à la DIAF, c'est-à-dire l'ensemble des collectionneurs français, chaque œuvre de cette expo. Et devant la mienne, elle avait fait une expo. Elle avait fait une expo où il y a un peu comme ça, des anémones, vous l'avez vu tout à l'heure, avec beaucoup de vide. C'était comme en Inde, chez les gens très dévotionnels devant les statues des dieux. Ils prennent des tas de feuilles, ils font un geste comme ça, et après ils le jettent, une dévotion. Donc là, on le sent, ce geste, parce que c'est en éventail. On sent Matisse qui est là. On sent Matisse qui est là, et c'est le dernier geste, le don total de lui-même, de toutes ses recherches, et après il meurt. Si on lit les dernières heures de la vie de Matisse, elles ne sont pas du tout tristes, hein. Les gens étaient en train de pleurnicher autour de son lit de mort et lui se moquait d'eux parce que lui était dans la joie de vivre. Par contre, Picasso, au moment de mourir, il n'a rien trouvé de mieux à faire que de se regarder dans la glace. Et voilà ce que ça donne. C'est la peinture la plus terrifiante que j'ai jamais... Bon, c'est un chef-d'œuvre, hein. Exprimer une telle horreur, une telle angoisse devant la mort, c'est absolument incroyable. Bref, les deux génies du siècle, ils sont différents, hein. Bon, je crois que ça suffit.